Bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du colloque. Je suis très honorée par leur invitation. Mon intervention s'intitule « L'évolution des conceptions dominantes sur l'alimentation dans l'enseignement, ceci depuis une cinquantaine d'années et à travers les manuels scolaires de biologie ». Vous n'êtes pas sans savoir que l'éducation à l'alimentation est une des grandes préoccupations de l'école et de la société française. Elle s'est profondément renouvelée depuis le milieu du XXe siècle, comme en atteste l'évolution des instructions officielles, programmes, circulaires, etc. Depuis les années 2000, avec la prise d'importance de l'éducation au développement durable, son approche devient multidimensionnelle, nutritionnelle, sensorielle, environnementale et écologique, culturelle et patrimoniale. Ce sont ces différentes dimensions que met en avant le vade-mecum, intitulé « Éducation à l'alimentation et au goût », publié à l'automne 2020 par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Voici d'ailleurs la citation de Roland Barthes qu'il met en exergue. Qu'est-ce que la nourriture? Ce n'est pas seulement une collection de produits, justiciables d'études statistiques ou diététiques. C'est aussi et en même temps un système de communication, un corps d'image, un protocole d'usage, de situations et de conduite. Pour remplir ces finalités éducatives, les enseignants disposent de ressources documentaires nombreuses et variées. Mais il ne leur est pas toujours évident d'identifier les sources, de reconnaître les visées, de caractériser les connaissances et les modes de raisonnement scientifiques que véhiculent ces ressources. C'est à cette sorte de décryptage que nous voulons nous employer. Nous choisissons d'en donner tout d'abord un aperçu par l'étude diachronique de quelques manuels scolaires de la classe de 3e, élèves de 14-15 ans, classe de 3e, désormais incluse dans le cycle 4. Nous nous attarderons ensuite sur quelques documents emblématiques proposés par ces manuels, la pyramide alimentaire et des tableaux avec des résultats d'une étude épidémiologique. Pourquoi le choix de manuels? Parce que les enseignants les considèrent comme des références fiables. Ils sont faits par des enseignants chevronnés dans le respect des instructions officielles. Pour saisir les grandes orientations récentes de l'éducation à l'alimentation dans les manuels sur la période historique allant des années 1960 à nos jours, nous avons retenu 3 d'entre eux. Dans ces 3 manuels, nous allons suivre l'évolution de la représentation des aliments. À gauche, dans un manuel de sciences naturelles publié en 1959, nous voyons des légumes en abondance, tels que la nature les fournit. Ils sont présentés dans un cadre encourageant à manger suffisamment. Certes, et cela est précisé, les légumes verts ont peu de valeur nutritive, mais ils sont nécessaires comme source de fibres. Dans ce même manuel, les principes d'hygiène sociale sont introduits pour expliquer comment éviter les contaminations alimentaires. Au centre, dans un manuel de biologie humaine de 1980, nous retrouvons les légumes. Ils sont propres, bien coupés, comme domestiqués. Ils sont avec d'autres aliments. L'ensemble est subdivisé en catégories selon leurs apports à l'organisme. Glucides, lipides, protides, sels minéraux et vitamines, et dans des proportions calculées. Les questions d'hygiène et l'abondance naturelle laissent la place à des aliments décontextualisés, préparés, pensés au plus près des besoins de l'organisme, que ce soit ses besoins en énergie ou en matériaux. Ce sont leurs constituants et leurs proportions qui les définissent, proportions à surveiller sous peine de dysfonctionnement de l'organisme. La dernière image
qui vient d'un manuel très récent, 2017, se limite à des aliments préparés. L'accent est mis sur le gluten, une protéine contenue dans certaines céréales, à laquelle un certain nombre d'individus sont intolérants. Les risques naissent moins des carences ou des excès que de la présence de certains composants d'aliments. Et c'est à l'individu qu'incombe la responsabilité de les gérer. En parallèle, émerge dans les manuels récents la figure du nutritionniste qui peut servir de guide dans les choix de l'individu. Les manuels ont aussi le souci de présenter les risques et les troubles liés à l'alimentation. Dans les années 1960, ce sont les problèmes de sécurité alimentaire, y compris les maladies transmises aux hommes et aux femmes par des aliments toxiques ou contaminés, qui prévalent, bien qu'à des degrés divers. À partir des années 1980, on assiste à un glissement progressif de ces préoccupations vers des risques liés à la malnutrition. Par exemple, le kwashiorkor lié à une carence en protéines, c'est l'image du milieu, ou à de mauvais choix nutritionnels des individus, au premier rang desquels se trouve l'obésité ainsi que les maladies cardiovasculaires. Vous avez une illustration à droite. Cette tendance perdure dans les manuels récents avec une prise en compte de plus en plus marquée de l'environnement dans lequel l'individu s'alimente. On renvoie aux pratiques agricoles, aux aliments bio, etc. Et à la singularité de l'individu selon ses tolérances ou intolérances alimentaires. La diversité culturelle n'est pas en reste dans les manuels. Les manuels de la fin du XXe siècle montrent comment, à l'échelle mondiale ou régionale, des différences de consommation et d'habitudes alimentaires peuvent entraîner des carences, en particulier dans les pays en voie de développement, ou des excès dans les pays occidentaux notamment. Les manuels publiés après 2000 valorisent, eux, la diversité culturelle et le fait que chaque culture, à sa manière, offre une alimentation équilibrée. Mais leur message est aussi celui de l'uniformité malgré la diversité, avec, par exemple, la présentation sur la même page de cette diversité culturelle et de la pyramide alimentaire comme valable pour tous. De plus, nous notons l'effet masquant dans ce message des problèmes que peuvent avoir certaines populations du fait de leurs difficultés économiques, de la disponibilité ou non de certains aliments, de problèmes de sécurité alimentaire. Pour clore cette première partie, nous proposons un tableau reprenant les grandes conceptions sur l'alimentation dans les manuels. C'est la deuxième colonne, ici. Des extraits de manuels sont mis dans la troisième colonne pour les illustrer. Dans les années 60, priorité à l'hygiène sociale. Dans les années 80, valorisation du modèle biomédical. Dans les années 2000, le sens des responsabilités et de l'action pour l'individu. Comme nous venons donc de le voir, depuis les années 60, les évolutions de l'alimentation dans les manuels portent vers la délégation à l'individu de ses choix en matière d'alimentation. Comment, alors, les manuels aident-ils les élèves à raisonner de façon à faire ces bons choix? C'est ce que nous voulons maintenant montrer par l'étude de quelques documents proposés par ces manuels. La pyramide alimentaire d'abord. La diapositive présente dans sa partie droite la pyramide telle qu'on la trouve dans un manuel de 2017, manuel de 3e. Elle est présente également dans des manuels un peu plus anciens. Cette pyramide donne à voir les aliments à consommer en qualité, en quantité, en périodicité de prise. C'est aussi un document répandu dans différents milieux. On peut la trouver dans des flyers de supermarchés,
affichée dans une cantine, utilisée par des nutritionnistes. Mais nous savons aussi qu'elle est objet de critique chez les scientifiques qui l'aménagent sans cesse, et ce qui fait que cette pyramide, qui n'est pas toujours la même, est sans cesse remise en circulation. Vous avez sur cette diapositive la pyramide des nutritionnistes de 1992. Vous avez la nouvelle pyramide des nutritionnistes de 2003. Quelle différence entre les deux? Eh bien, il y a des déplacements, on va dire, d'aliments. Certaines matières végétales, par exemple, les acides gras, les huiles végétales, qui étaient à consommer en moindre quantité, comme le montrait la pyramide de 1992, eh bien, ces matières végétales particulières, ces acides gras particuliers, sont valorisés dans la pyramide de 2003. Ce qui est paradoxal avec la pyramide alimentaire, c'est que tout un chacun peut se l'approprier, a l'impression qu'il la comprend, alors qu'il est en fait très difficile d'en faire son décryptage et d'en comprendre ses évolutions. Or, ce que proposent les manuels en reste surtout à sa lecture première, sans entrer dans des débats qu'elle peut susciter. Est-elle présentée comme savoir, comme idéologie, comme norme? Le risque est grand de la réduire à des slogans, soit à du prescriptif et à du normatif en termes de conduite. Les deuxième et troisième documents que nous vous proposons sont des tableaux porteurs de données épidémiologiques. On les trouve dans un manuel de troisième de 2008. Ils sont extraits d'une page consacrée aux risques liés à une mauvaise alimentation et à la réduction de ces risques. Le tableau 1 vous présente les habitudes alimentaires de 3 villes françaises, Toulouse, Strasbourg, Lille. Le tableau 2 vous donne le taux de mortalité pour 100 000 habitants dans ces 3 villes, mortalité cardiovasculaire et mortalité totale. Seul le tableau 2 est estampillé OMS, Organisation mondiale de la santé. Rien par rapport au tableau 1. Mais nos recherches montrent que ce tableau 1 provient de la même source et de la même recherche épidémiologique que le tableau 2. La mise en relation de ces deux tableaux paraît donc légitime. Mais le rapprochement de ces deux tableaux va-t-il de soi? Quelles pourraient être les causes des différences entre ces villes? En s'en tenant à ces documents et à bien y regarder, nous remarquons que Toulouse se démarque par sa mortalité presque 2 fois moins importante que celle de Lille. En matière de régime alimentaire, la consommation des Toulousains en pain, en légumes, en fruits et en vin est largement supérieure à celle des Lillois. Si le but est de diminuer la mortalité par le biais des comportements alimentaires, à quelle conclusion ces documents nous conduisent-ils? À consommer davantage de légumes et de fruits? À boire plus de vin? Pourquoi les premiers seraient-ils à privilégier par rapport aux seconds? Est-il possible de séparer ainsi les facteurs alimentaires et de s'en tenir à eux seuls? Qu'est-ce qui permet de dire que ces facteurs sont les seuls à intervenir ici? L'exercice de l'esprit critique exige donc d'une part de se soucier de l'origine de ces documents, que les manuels ne présentent pas toujours, et d'autre part d'éviter de passer trop vite de corrélation à des causalités. Est-il raisonnable alors de présenter ainsi de tels documents sans former les élèves aux bases de l'épidémiologie? Pour conclure, nous dirons que depuis les années 1960, les manuels donnent à voir l'évolution des conceptions dominantes sur l'alimentation. S'ils n'ont pas vocation à donner une vision complète des pratiques alimentaires, à tout le moins véhiculent-ils des connaissances, des valeurs, des attitudes dont ils visent l'appropriation par les élèves.
Notre analyse montre qu'au cours des 60 dernières années, il passe de préoccupations hygiénistes à la valorisation d'un modèle biomédical et à la responsabilisation de plus en plus marquée de l'individu dans ses choix nutritionnels. Mais nous constatons aussi qu'ils apportent de moins en moins de connaissances en même temps qu'ils promeuvent l'engagement des élèves dans une réflexion critique. Cela semble paradoxal, tant les documents proposés ont une épaisseur épistémique qu'il s'agit de maîtriser, au moins en partie, pour comprendre de manière raisonnée les règles qu'ils promeuvent. Sans cela, ces règles, difficilement explicables, vont fonctionner comme des slogans. L'éducation à l'alimentation est alors sur le régime de l'inculcation de règles et sur l'idée que ces règles sont fiables parce qu'elles reposent sur des connaissances construites par l'autorité médicale. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ajoute quelques éléments de bibliographie. Cela me permet de préciser que ce que je vous ai présenté découle de recherches que je conduis à l'Université de Lille avec Suzanne Kovacs, qu'elle soit remerciée elle aussi.